parle trop. Eh oui, beaucoup trop. Et il devrait même éviter de chanter. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de la série à chaud. Les films d'aujourd'hui s'appellent La Reine des Neiges 1 et 2. Ce sont des films d'animation produits par Walt Disney. Ils sont sortis respectivement. La Reine des Neiges 1 est sortie en France le 4 décembre 2013 et La Reine des Neiges 2 est sortie le 20 novembre 2019. J'ai vu le premier à la télévision avec ma fille, honnêtement je ne l'avais pas vu du tout à l'époque. Et j'ai vu ensuite, dernièrement, avec ma fille pour sa première séance cinéma. Et oui, merci beaucoup d'être touché et ému, je sais que ça vous intéresse énormément, ma vie privée. Au cinéma donc, en version française, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, j'avais pas forcément prévu au départ de vous faire un podcast sur La Reine des Neiges, je suis pas fan, honnêtement ça m'intéresse pas beaucoup plus que ça, mais comme j'ai vu qu'il y avait un certain déferlement de, je vais pas dire de haine, mais de, ouais, un petit peu de je sais pas, de mauvaise foi, un petit côté, voilà, le 1 était génial, le deuxième c'est de la merde, et ça sert à rien. Je me suis dit, je vais quand même équilibrer un petit peu la balance, et puis en plus j'ai découvert 2-3 petites choses sur le... Enfin, découvert non, il y a 2-3 petites choses sur les réalisateurs que je trouve intéressants. Il se trouve que La Reine des Neiges 1 et 2 ont été réalisés par les deux mêmes personnes, Jennifer Michelle Lee et Chris Buck. Alors Jennifer Lee est une réalisatrice très intéressante, puisque elle est la première réalisatrice de l'histoire pour Walt Disney, je sais que c'est fou. J'aurais jamais cru. Honnêtement, je pensais qu'il y en avait eu d'autres avant. Hein. Donc c'est la première à avoir réalisé des films pour Walt Disney. Elle a notamment réalisé La Reine des Neiges, donc, et La Reine des Neiges 2. Mais elle a été aussi scénariste avant sur Le Monde de Ralph, Wreck-It Ralph. Et elle a aussi aidé à coécrire l'histoire de Zootopie, l'excellent Zootopie, dont je vous parlerai forcément dans un prochain podcast que je vous avais nommé comme un des films de Noël, je crois l'année dernière ou l'année d'avant. Enfin bref, que je trouve très très bon. Et je vous en reparlerai à l'occasion. Donc quelqu'un avec plutôt un bon pédigré, qui a bossé sur de vrais bons films, qui n'a pas une énorme filmographie, mais qui a tapé très très fort. Hein. Alors juste pour la petite info, on associe plus La Reine des Neiges à Jennifer Lee qu'à Chris Buck, même si Chris Buck de son côté a aussi une sacrée filmographie, mais on l'associe à Jennifer Michelle Lee parce que tout simplement c'est elle qui a écrit l'histoire, et aussi parce que le film a fait le milliard et demi, ce qui était c'était une des premières réalisatrices de blockbuster hollywoodien à réaliser le milliard, faire plus du milliard au box-office, donc c'est tout de même pas rien en termes historiques. Mais Chris Buck, avec qui elle a co-réalisé le film, est quand même un sacré réalisateur, il a un gros pédigré derrière lui, il avait commencé par un épisode de la série Family Dog, avant d'enchaîner avec Tarzan, avec la réalisation de Tarzan, si je dis pas de bêtises, c'est le Tarzan de Walt Disney, Madagascar 1, 2, 3, Les Rois de la Glisse, qui est un film d'animation qui m'avait laissé, comment dirais-je, un tant soit peu indifférent. Je sais plus si, franchement, j'en ai un souvenir assez... Voilà, ça m'avait laissé un peu mou, même si l'idée était marrante de prendre des pingouins et de leur faire du surf et tout, c'était plutôt sympa. Et il a été scénariste aussi sur des gros projets comme Pocahontas, hein, notamment Les Rois de la Glisse aussi, mais Pocahontas. Donc voilà, plutôt gros pédigré. Et avant ça, il était animateur. Il a notamment fait l'animation sur Rox et Rookie, donc gros pédigré, grosse carrière. Bernard et Bianca, La Petite Sirène, enfin voilà, sur des très très gros projets Walt Disney. Il était animateur avant de devenir scénariste et réalisateur lui-même. Donc voilà, un couple de réalisateurs chevronnés, avec de l'expérience et de la fraîcheur, et ça a donc donné La Reine des Neiges 1. Alors, je tiens à dire tout de suite que ça va pas forcément une très grosse critique, je suis pas un fan des films, je les ai pas regardés sur toutes les coutures, j'ai vu La Reine des Neiges 2 au cinéma récemment, et j'y suis allé le voir avec ma fille, donc autant vous dire que, comme c'était son premier film et qu'elle est un peu petite, j'étais pas forcément concentré sur tout, j'ai peut-être raté des choses importantes, je vais peut-être dire des bêtises, donc n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires et à me dire ce que vous en pensez vous-même. Mais on va pas perdre de temps, et on va enchaîner tout de suite avec le pitch, je parlerai un petit peu de tout le contexte après. Là, ah oui, j'ai oublié de le dire avant, excusez-moi. Le film est une adaptation d'un conte, j'ai oublié de le dire, excusez-moi, d'un conte de Hans Christian Andersen, que je n'ai jamais lu. Donc voilà, ça explique beaucoup de choses, notamment dans le ton et dans le... Je sais pas, quelque part, j'ai pas envie de dire le respect, mais l'aspect conte du film est très prononcé, notamment avec l'introduction. J'en parlerai après, c'est pour ça que je voulais le souligner avant de vous parler du pitch. Alors on va faire un petit pitch improvisé très court.
Elsa et Anna sont deux sœurs, deux princesses qui vivent avec leurs parents au royaume d'Arendelle. Très jeunes, elles perdent leurs parents. Et peu de temps avant, Elsa avait développé des pouvoirs extraordinaires de glace qui avaient failli blesser mortellement sa sœur Anna. Et à cause de ça, ses parents ont toujours demandé à Elsa de cacher ses pouvoirs. Malheureusement, les parents étant disparus, le secret reste complet et Elsa et Anna grandissent séparées l'une de l'autre, jusqu'au jour où Elsa arrive à la majorité et doit donc devenir la nouvelle reine d'Arendelle. Le problème, c'est qu'entre-temps, Anna est devenue grande aussi, veut commencer à vivre sa vie, et cette sœur qui la repousse sans arrêt sans qu'elle le sache pourquoi, alors qu'elle l'aime profondément, la blesse, et petit à petit, une discorde va commencer entre elles, révéler le pouvoir de Elsa au monde entier et à tout le royaume d'Arendelle, et créer une suite d'événements qui vont amener Elsa à devenir la reine des neiges, une reine crainte par Arendelle qui va décider de se lancer à sa poursuite. Dans le même temps, Anna va rencontrer le prince Hans, dont elle va tomber amoureuse, et le prince Hans va décider de l'aider. En parallèle, un petit bûcheron, je crois que c'est un bûcheron, si je dis pas de bêtises, qui s'appelle Christophe, va aussi aider Anna à retrouver Elsa. Et tout ce petit beau monde va nous raconter donc un conte de fées, oui, on peut le dire comme ça, mais plutôt original, comme vous avez pu le constater dans ce tout petit pitch, un peu emberlificoté, mais vous allez comprendre où je veux en venir. Alors, comme d'habitude, on va essayer de faire point par point. J'aimerais, sur La Reine des Neiges, commencer par vous parler de l'animation. Le film est sorti en 2013, il a très bien vieilli, il arrive aussi à un tournant dans l'animation où à partir de 2010, il y a vraiment une évolution très très forte de la technologie de l'animation 3D qui fait que les films des années 2000 prennent un coup dans les dents tout de suite. En l'espace de 5 ans, on a vraiment un très gros gap qui se construit. Je vous renvoie à ma critique des Indestructibles 2 où j'évoque le fait que vraiment, entre les Indestructibles 1 et le 2, il y a eu donc quasiment 15 ans, si je ne dis pas de bêtises, plus ou moins. Et ça se voit, le film prend les Indestructibles 1 a pris un coup de vieux terrible. Les animations des visages, les expressions, les animations des corps aussi sont parfois très raides. Tout est la souplesse qu'a gagné l'animation, la définition dans les peaux, les regards et ainsi de suite ferait très très mal à tous ces films. Et La Reine des Neiges arrive pile au moment, je trouve, où cette technologie commence vraiment à être très au point. Je pense qu'on commence à rentrer dans une catégorie de films qui va mettre plus de temps à vieillir parce que on a enfin réussi quelque part à rendre. C'est un peu un symbole de maturité de ce style où les personnages sont réalistes tout en étant le style manga, c'est-à-dire des yeux beaucoup trop grands pour leur visage, le nez, la bouche beaucoup plus petite. On joue beaucoup aussi sur des corps très longilignes, filiformes, féminins et très fins dans leur développement, aussi bien les hommes que les femmes d'ailleurs. C'est très réussi en termes d'organicité. On a trouvé un équilibre là qui est un style, une patte, et depuis La Reine des Neiges, le style Disney est resté quelque part un peu là-dessus dans les différents films qui sont sortis, que ce soit Vaiana et ainsi de suite, qui sont sortis après. Donc ça pour dire, on arrive à une certaine maturité de cette technologie de la 3D, et La Reine des Neiges en est un petit peu un symbole, à mon avis. Peut-être que je me trompe, je jette un peu une bouteille à la mer, mais il me semble que c'est des films qui vont beaucoup mieux vieillir maintenant. Là, c'était pour faire un petit point sur l'animation. À part ça, il n'y a pas grand-chose à dire, à part que c'est de l'excellente animation, mais ça, c'est pas étonnant d'un blockbuster tel que La Reine des Neiges en animation. Au niveau des décors, le film est assez impressionnant. Tout le travail, notamment sur le château d'Arendelle, est très bon. Le fait que le château est très grand, mais qu'en même temps les deux sœurs ont l'air très seules, ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup dans la mise en scène et qui fonctionne très bien. Les hauts, les couloirs, les chambres, tous les toits sont très hauts et ça augmente à chaque fois la sensation de solitude que les deux sœurs peuvent avoir. Le fait qu'elles sont coupées du monde est beaucoup plus réussi à cause de ça. Surtout quand elles sont toutes petites, on a vraiment l'impression qu'elles jouent dans des lieux immenses où il n'y a personne à part elles. Ça renforce aussi le lien avec elles. C'est très réussi comme effet de mise en scène, comme choix d'écriture et comme choix de décor. Et tout le décor d'Arendelle, de ce grand village, hein, c'est un royaume mais c'est pas très très grand, qui est portuaire et très réussi. On a notamment aussi toute la partie dans la ville que je trouve superficielle mais très belle à la fois, très simple, avec ce côté village nordique, village limite on pense un peu à la Bavière aussi dans la manière dont les gens sont habillés et ainsi de suite. Donc c'est vraiment le nord de l'Europe. La Bavière n'est pas dans le nord, mais vous voyez ce que je veux dire, on a ce style un petit peu germanique qui fonctionne vraiment bien dans la manière dont les gens sont habillés, notamment le personnage de Christophe qui est bûcheron. Tout est très crédible dans son vêtement, il est complètement préparé au grand froid, comme il est assez costaud. Il fait blond nordique, et le visage un peu carré, rond comme ça. Enfin, le visage un peu menton, pragmatisme léger, fort.
tout ça, ça joue beaucoup sur les traits nordiques, et ça marche très bien. Je trouve que le personnage est crédible grâce à ça. Et toutes les scènes qui se passent dans la forêt, dans la neige, et ben on a froid, ça marche très très bien. Je trouve que dès le départ, on a vraiment la sensation qu'il fait très froid, que on ressent la neige, on ressent le vent, on ressent vraiment la puissance de la nature. Il y a une séquence, notamment, les personnages sont poursuivis par des loups, qui fonctionne très bien parce que je pense que le décor est très réussi et qu'on y croit tout de suite. Et le film joue énormément sur ce voyage dans la neige et le retour vers la ville au final, et toute la fin qui se situe sur un lac, la mer carrément devant Arendelle, qui est gelée et magnifique, avec des effets de brouillard et de densité qui sont non seulement en termes de dramatique très bien vus, mais c'est parfaitement réussi. On a notamment Christophe qui à un moment a mené avec sa monture, j'ai oublié son nom, à Sven, un renne, à galoper comme ça sur un village de glace avec des plaques qui se cassent. Ça fonctionne très très bien, on y croit tout de suite. La sensation de terrain glissant, le côté spectaculaire aussi, on a un superbe plan de derrière où on voit Christophe sur Sven galoper alors qu'un navire est en train de chavirer sur la mer de glace. Et il passe juste en dessous, c'est un superbe plan, vraiment très dynamique. Bref, je vais pas faire très long sur les décors, mais vous avez compris, c'est vraiment réussi. Et en termes, ce qui est beau, c'est vraiment le décor qui marche en termes de sens, de mise en scène et d'intensité de l'action. À cet endroit-là, le film est assez inattaquable, je trouve. Tout ce qui est, je ne vais pas parler de la mise en scène de suite, je vais juste faire un petit crochet par le casting. Dans la version originale notamment, Anna est jouée par Kristen Bell que vous avez probablement connue dans la série Véronica Mars, et oui, c'est elle, et c'est Idina Menzel qui double Elsa. Si j'ai bien compris, elle a été castée notamment parce qu'il a des chants, oui je ne l'ai pas dit, mais la Reine des Neiges 1 et 2 la Reine des Neiges 1 et 2 sont des comédies musicales. Donc il y a beaucoup de chansons, et je vais parler des chansons après. Je voulais juste finir un petit tour sur le casting, parce que c'est marrant, le gars notamment l'acteur qui double Christophe, c'est Jonathan Groff, qui maintenant est connu pour son interprétation, j'ai oublié du nom de l'inspecteur, dans la série Mindhunter, dont j'ai fait la critique des saisons 1 et 2, que je vous mettrai dans les liens de la vidéo, évidemment, hein, tout comme la critique des Indestructibles dont je vous ai parlé avant. Ne vous inquiétez pas, allez, reportez-vous à la barre d'infos et vous aurez tout de suite les podcasts. Donc tout ça pour dire un beau petit casting assez original, avec ensuite des acteurs qu'on connaît bien, Kyron Hines dans le rôle de Grandpa et qui fonctionne très très bien, ainsi de suite. Alors j'ai vu le film une fois en version originale, je l'ai surtout vu en italien et en français, et une fois en français, mais grosso modo le casting original est très sympa et la version américaine me semble être la meilleure. Après, je ferai juste un tout petit détour sur le doublage et sur une adaptation française très très libre d'un passage. Je pense qu'on vous en a déjà parlé dans d'autres moments, mais j'en parlerai juste après avant d'entamer la conclusion. On va parler tout de suite du cœur du film, qui sont les chansons, parce que tout simplement, je trouve que les chansons sont l'identité profonde de la Reine des Neiges, aussi bien le 1 que le 2e, avec des identités, je trouve, pour le coup, assez différentes. L'une des forces de la Reine des Neiges, ça a été de faire revenir les chansons dans les films Disney sans grossièreté. Quand je dis grossièreté, c'est pas des injures, hein, pas bien sûr, évidemment, on est chez Disney, hashtag naïf, hashtag bébé, hashtag on se fait chier, quoi. Bon, bref, tout ça pour dire, c'est très gentil et tout ça. Non, c'est plutôt sur le côté, on chante tout et n'importe quoi pour n'importe quelle raison. Ça rendait souvent les films d'animation avec chansons assez imbouffables pour les adultes, sympathiques pour les enfants, parce que voilà, quand on est enfant, chanter, danser, tout ça, c'est quelque chose qui nous plaît, donc il n'y a pas de souci, c'est relié à l'enfant, c'est des choses que je comprends mieux maintenant que je suis père, mais honnêtement, oui, hashtag sagesse, hein, oui, un jour ou l'autre, il fallait bien que ça arrive, comme un accident, comme on dit, non, je déconne. Et tout ça pour dire, le fait est que l'une des choses qui est tout de suite apparente dans La Reine des Neiges, c'est le bel équilibre des chansons. Il y a notamment ce travail d'un thème d'opposition entre Anna et Elsa. Anna qui chante pour se libérer, qui parle d'émancipation et de liberté, et Elsa qui chante pour se libérer, mais qui, elle, l'évoque comme une forme d'exclusion. Donc il y en a une qui est vraiment dans l'ouverture vers le monde et les autres, et l'autre qui est dans le rejet, qui doit se libérer du monde en s'en excluant. Et c'est très intéressant, c'est deux étapes très différentes de l'adolescence, je crois qu'elles ont 1 an ou 2 ans de différence, grand maximum, si j'ai pas de bêtises, et ça fonctionne vraiment très bien, et le film joue cette confrontation jusque dans les chansons, où un moment central de l'intrigue, Elsa veut exprimer son désir de s'extirper de la société, et Anna veut la ramener vers elle, et donc vers la société,
et donc leurs deux chants s'opposent, et c'est, je pense, le meilleur passage musical du film. C'est extrêmement réussi, les deux thèmes musicaux se confrontent l'un à l'autre, et en même temps se marient, et ça c'est vraiment une grande réussite d'écriture de musique. Un grand bravo à la composition, parce que les deux thèmes se chevauchent, s'opposent, et en même temps ils sont, ils sont unis. Et ça, franchement, c'est très difficile à faire. La musique a été composée par Christopher Beck, et honnêtement, respect à mort, quoi. Alors les chansons, les paroles des chansons ont été écrites par Kristen Anderson Lopez et la musique par Robert Lopez, mais ils ont fait tous les trois un travail extraordinaire, parce que je trouve qu'il y a aussi bien les musiques d'action, de cinéma à proprement parler, que les thèmes musicaux du film se marient bien l'un à l'autre. C'est clair, faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit, on est clairement dans de la comédie musicale hollywoodienne, et donc il y a une séparation assez nette entre les moments de musique pop et de musique de film. Mais quand elles se marient, je trouve que c'est assez, entre guillemets, inaudible, ça ne se remarque pas. Et ça, franchement, c'est très réussi. Grosso modo, j'ai pas grand-chose à dire sur les thèmes musicaux de plus, ma connaissance en musique est relativement illimitée, mais je trouve que c'est bien mesuré dans La Reine des Neiges. Moi, je n'aime pas spécialement ce style, c'est un style de film qui a tendance à me fatiguer très très vite. Je n'aime pas du tout, notamment les comédies musicales qui disent, le personnage dit « Je crois que je suis amoureux », et là on a 5 minutes de chanson sur « Je crois que je suis amoureux ». Vous voyez ce que je veux dire ? Donc heureusement que moi je chante pas, on est tous d'accord, hein. Abonnez-vous, j'arrête de chanter, hein, c'est connu. Mais en l'occurrence, c'est vraiment bien mesuré. Je trouvais que les chansons font bien avancer l'état émotionnel des personnages, l'intrigue. Je trouve que dans La Reine des Neiges 1, il n'y a pas une chanson qui a une identité absurde. J'aime beaucoup notamment la chanson d'Olaf sur l'été, qui dénoue un problème pour le personnage. C'est pas du tout une chanson gratuite en soi. C'est une chanson pour rigoler, certes, elle est marrante, de voir un personnage de bonhomme de neige vouloir vivre en été, le contraste est très fondard, mais non seulement c'est le thème du film, c'est-à-dire trouver sa place quelque part, bien, malgré ses différences, malgré ses limites, malgré tout ce que sa physiologie s'y oppose, entre guillemets. J'aime bien l'idée alors ce sous-entendu dans le film avec le personnage de Olaf, même si c'est très léger, mais en même temps c'est une chanson sympathique, bien faite, pas trop longue, drôle parce que les personnages réagissent face aux paroles de cette chanson. Bref, il y a un vrai jeu entre le fait que les personnages dialoguent ou que les personnages chantent, ils dialoguent, ils continuent de faire avancer l'intrigue, et ça je trouve que c'est très très bien équilibré dans La Reine des Neiges. Notamment parce qu'à la fin on ne ressort pas une chanson pour sortir une chanson, ça c'est aussi une vraie qualité. Bref, au niveau des chansons c'est tout bon, et évidemment vous connaissez Libéré, délivré, blablabla, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, les thèmes principaux sont réussis, clairs, précis, et on servent parfaitement l'intrigue. Du coup, moi j'ai vraiment rien à dire, je trouve que c'était du grand art dans ce premier numéro de La Reine des Neiges. Je vais juste conclure sur ce premier épisode avec notamment un petit passage dont je vais vous parler sur le doublage et l'adaptation. Alors, si vous vous intéressez vraiment au doublage et à l'adaptation, je vous renvoie à l'excellente série de Mr. Fox Parle en VF sur YouTube, c'est excellent, c'est juste excellent. Ces vidéos sont profondes, intelligentes, mesurées, c'est vraiment du très très beau travail. Je vous mettrai peut-être une de ces vidéos en lien, notamment sur le Star Talent, mais c'est vraiment un mec brillant, et sa chaîne devrait être plus connue, plus suivie. Si vous vous intéressez un petit peu au débat VF version originale, ce mec-là est brillant, vraiment, et il défend la VF, mais avec intelligence. C'est vraiment un excellent YouTuber qui devrait avoir plus de succès. Bref, donc si vous voulez aller plus loin dans le sujet. Mais l'adaptation, c'est quoi? L'adaptation, c'est à un moment donné les personnes qui vont prendre le texte original, et comme il y a des chansons notamment, qu'il y ait du texte ou des chansons, il faut adapter. Il faut adapter au code de son propre pays, il faut adapter les expressions, il faut adapter pour que ce soit compréhensible, ce qui est très très difficile comme exercice, et peut s'avérer extrêmement ardu, surtout quand les cultures sont très très différentes. La culture japonaise, par exemple, c'est très complexe de sous-titrer ou de doubler le japonais, c'est très différent en termes de musicalité, en termes de codes sociaux, donc c'est très compliqué à faire percevoir, par exemple. Et donc, l'adaptation française de La Reine des Neiges a fait un choix assez étrange. On a cette fameuse séquence où Olaf s'empale, donc c'est le personnage d'un bonhomme de neige, s'empale sur un stalactite, et dans la version française, il dit « Oh, regardez, j'ai un pénis ». Donc déjà, dans un film pour enfants, pourquoi pas, mais c'est quand même étrange. Et ensuite, à l'époque, moi et ma compagne, on était restés un peu sur le cul en mode « Mais qu'est-ce que fait cette réplique-là » Le film n'a aucun sous-entendu sexuel frontaux, c'est quand même très 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 secondaire, c'est pas un sujet du film. Ensuite, Olaf n'a aucun autre moment du film et de la suite où il évoque quelque chose de ce type-là, donc d'une forme de sexualité de lui, donc bref, tout ça est très étrange, ça arrivait un peu de n'importe où, et pendant longtemps je me suis dit, bon bah c'est dingue que Disney a laissé passer ça, c'est assez marrant, machin. Et j'ai vu la version italienne,
Arrive le fameux moment, avec ma compagne, on s'attend à une blague scabreuse sur un zizi ou quelque chose. Ouais, non, mais aujourd'hui c'est sale, hein, je vous préviens tout de suite, c'est vulgarité sur 20. Hein. Bref, hashtag vulgarité, mais insanité et respect. Non, mais tout ça pour dire, on s'attend à une vanne sur des zizi, et rien. Rien du tout, mais c'est même pas... Il n'y a aucun sous-entendu, c'est une blague sur le stalagmite, sur le stalactite, je crois, un truc comme ça. Il dit qu'il s'est fait stalactiter, ouais, je suis empalé, un truc comme ça, mais il n'y a vraiment aucun sous-entendu, ma femme est italienne, elle me dit, il n'y a aucun sous-entendu, il n'y a rien du tout là-dedans. Okay. On met la version en anglaise pour vérifier, et là, pareil, dans la version américaine, aucun sous-entendu, je crois qu'il y a une blague, mais pas très intéressante, en plus pas très drôle, mais bon voilà, il y a une petite vanne, quoi. Ça montre juste que le personnage est léger. Donc c'est vraiment l'adaptation française qui s'est dit, tiens, nous on va foutre du pénis là-dedans. Et je serais très curieux de connaître l'histoire, il faudrait que je cherche, si je trouve une vidéo sur YouTube, je vous la mettrai sur la page ou dans les infos de cette chaîne, je ne sais pas pourquoi on a eu droit à cette adaptation-là qui, je le dis, est déplacée, ne correspond pas au sens du film, au sens des personnages et au sens de l'intrigue. Mais même pas de loin. Il y a des films Disney, il y en a eu avec des sous-entendus sexuels frontaux, machin, blablabla, il y en a eu, hein. Mais là, pourtant, ce film-là, ça tombe de nulle part. C'est vraiment absurde. Et c'est une vanne, pour le coup, je comprends pas. Moi, je trouve vraiment que c'est un piège glissé dans le film par les adaptateurs pour vérifier si Disney France fait son travail et vérifier qu'il n'y a pas de problème dans le film. Franchement, je le vois comme ça pour l'instant. Mais il faudra que je trouve le fin mot de cette histoire parce que je reste vraiment sur le cul. Bref, c'est la petite parenthèse marrante là-dessus. On va entamer la conclusion de La Reine des Neiges 1. La Reine des Neiges 1 est un excellent film Disney, il faut le dire, c'est un excellent film, le message de fond est sur comment dire, la difficulté de trouver sa place et le besoin, le rôle de la famille dans ce travail sur le fait de trouver sa place est très très fort. Je suis le premier à le dire parce que c'est quelque chose de très complexe, je fais partie d'une fratrie, on est nombreux et je peux vous dire que c'est très compliqué de rester en contact les uns avec les autres, de savoir se soutenir correctement, d'être présent, mais pas trop, mais quand même, mais voilà, et on a tous des défauts, moi le premier, hein, je m'autocritique énormément dans ce que je dis là, je fais la leçon à personne, mais je trouve le message du film très intéressant, et juste en parlant justement du besoin d'un moment donné, quand je dis, est-ce que c'est finalement la famille qui est vraiment très importante, ou plutôt simplement quelqu'un, une amie, ou un ami, ou quelqu'un qui va vraiment chercher à nous accepter tel qu'on est, et va nous aider à un moment donné à nous faire accepter, ou simplement, en nous acceptant simplement cette personne. Ça, je trouve que le film est très bon là-dessus, et c'est tout le thème, et toutes les chansons jouent vraiment dans cette tonalité-là. Comme je le disais, la chanson qui présente Anna, qui en français s'appelle... non, alors je sais plus, Elsa c'est Libéré, délivré, et Anna c'est Je vais fêter ce renouveau, voilà, je veux dire ce renouveau. Les deux thèmes s'opposent vraiment très bien, et on comprend vraiment pourquoi l'une va être naïf aussi et facilement manipulable, entre guillemets, et l'autre pas, mais par contre va s'ostraciser, hein, grosso modo toute seule, vivre seule, machin, partir dans la montagne. Les symboles sont très forts. Et vraiment, sur le fond, La Reine des Neiges est un film très intéressant, aussi bien à voir en tant qu'enfant, qu'adolescent, qu'adulte. C'est un très beau film. Les chansons sont très réussies, et encore une fois, c'est une des rares comédies musicales que j'arrive à regarder sans problème, où aucune des chansons ne me fatigue au bout d'un moment, et Dieu sait que la plupart des comédies musicales n'arrivent vraiment pas à faire ça. C'est une des rares que je peux supporter jusqu'au bout, entre guillemets, alors que je suis vraiment pas fan des comédies musicales, hein. Je vais être clair, je suis un casse-pied, on a tous un style de film qui nous pose problème auquel on résiste, et ben moi c'est la comédie musicale, quoi. C'est-à-dire le mec qui arrive, comme je disais avant, oh, j'ai perdu mon chien, oui, et ça dure 5 minutes, non, mais genre pas possible, quoi. Et le numéro de danse, tout peut être extraordinaire, je peux le constater, je vais quand même sérieusement m'énerver émotionnellement et considérer à un moment donné qu'on me raconte rien. Bref, tout ça pour dire c'est pas mon style, et pourtant je conseille La Reine des Neiges 1, je trouve que c'est un très beau film, sur le fond, sur la forme, c'est vraiment très réussi. Et je pense que je vais pouvoir enchaîner avec La Reine des Neiges 2 tout de suite, qui est plus polémique. Et donc, le 20 décembre 2019, sortait au cinéma La Reine des Neiges 2, toujours réalisé par Christopher Buck et Jennifer Lee, sur un scénario de Jennifer Lee. Après le succès colossal du premier film, comme je disais, 1,5 milliard au box-office, du merchandising à plus savoir quoi en faire, le film étant réussi, donc il a été récompensé, je ne sais plus, je crois que pour la musique originale, je pense au minimum. Bref, un énorme succès qui pouvait forcément amener une suite, et Jennifer Lee a eu l'idée de cette suite relativement rapidement, puisqu'on a eu le droit à la suite 7 ans plus tard, ce qui est relativement rapide, sachant qu'entre-temps, il y a eu 2 courts-métrages que je n'ai pas vus et que je ne regarderai pas. Vous savez, quand le court-métrage s'appelle Le Joyeux Noël de Olaf,
Vous m'excusez, joyeuse fête avec Olaf, ouais, ça me laisse un petit peu froid. La Reine des Neiges donc arrive fort du succès du premier film, 7 ans plus tard, parce qu'il y a eu des courts-métrages entre-temps, toujours scénarisés et, écrits par Jennifer Lee. Il sort donc au cinéma en grande trombe, avec une énorme communication dès le début de l'année 2019, avec ce fameux teaser où on voyait Anna, Christophe et Elsa partir dans la montagne, avec Olaf évidemment. Donc voilà, grosse hype, et le film arrive donc dans les salles comme prévu, avec un budget un peu plus grand que le premier film, si je dis pas de bêtises, 150 millions de dollars, là où le premier film avait coûté 125 millions, donc un tout petit peu plus. Mais clairement, de grosses ambitions pour Disney, avec dans la tête évidemment une trilogie, on s'en doute, puisque maintenant on peut plus faire de films, sinon c'est pas, ça marche pas, hein, c'est pas suffisant. Pardon, le film est sorti le 20 novembre, je crois que j'ai dit le 20 décembre avant, non, le 20 novembre 2019. Donc on va tout de suite passer au pitch, et on va attaquer la critique de ce film qui est, à mon avis, injustement attaqué, mais compréhensiblement. J'y viens. Posez vos flingues, on va en parler. Donc tout va bien dans le meilleur des mondes pour Anna, Elsa et Christophe. La vie est formidable à Arendelle, tout le monde est heureux, sauf que non, Elsa, ça va pas des masses. Depuis un petit moment, elle entend des voix, une sorte d'appel qu'elle a du mal à discerner et qui la rend de plus en plus irritable, de plus en plus inquiète. Elle n'ose pas en parler à sa sœur, mais sa sœur Anna finalement s'en rend compte, lui demande d'en parler, et Elsa lui explique qu'elle doit partir et qu'elle doit retrouver l'ancienne forêt dont leurs parents leur avaient parlé, peu de temps avant leur disparition, la forêt des fées, ou je sais plus le nom, honnêtement, je vais pas dire des bêtises. S'entame donc un voyage, bien sûr, pour Elsa, et juste derrière, Anna et Christophe décident de la suivre, de la rejoindre, et de l'accompagner pour de bon. Elsa finit par accepter, et ils retournent sur les traces du passé de Elsa, d'Anna, de leurs parents, et au final, de tout Arendelle. On a dans ce deuxième film un scénario vraiment différent du premier film qui me permet de répondre à je fais tout de suite un point sur le scénario, qui me permet de répondre tout de suite à une critique que j'ai entendue qui était de dire que le film ne sert à rien après le premier. C'est faux, je vais être clair, c'est faux. Je comprends qu'on puisse avoir cette sensation sur le fond, c'est encore une fois le personnage la relation entre Elsa et Anna qui se développe, et elles avaient franchi un pas fondamental dans le premier film qui est peut-être moins évident dans ce deuxième film, mais je trouve que tout ce qu'elles apprennent sur leurs parents et sur le passé d'Arendelle est quand même intimement lié à leur histoire à elles, donc je ne comprends pas comment on peut voir ce film et se dire « ça sert à rien après le premier ». Je trouve que c'est faux, pragmatiquement. L'histoire se développe réellement, on découvre d'où vient le père, la mère de Elsa et d'Anna, comment Elsa a eu ses pouvoirs en quelque sorte, on découvre leur origine, on découvre aussi un peu plus sur l'univers de Arendelle et de son royaume et ainsi de suite, on découvre aussi les personnages, excusez-moi, ont un développement qui est cohérent. Le personnage de Christophe peut-être un développement plus kitsch et plus volontairement superficiel, et je reviendrai là-dessus après parce que je trouve que c'est une bonne idée, notamment j'en parlerai dans les chansons, mais tous les personnages se développent, le personnage d'Olaf aussi, tout le monde finit par se développer, il n'y a pas de personnages abandonnés depuis le premier film, et ça c'est aussi une qualité, il faut le dire. Et du coup, grosso modo, si je dois résumer, Elsa découvre d'où vient l'origine de son pouvoir et doit franchir quelques étapes seule. Elle a encore ce complexe en quelque sorte de devoir franchir des choses seule, et donc elle ne comprend pas encore l'importance de sa sœur Anna, et Anna aussi a du mal à être en relation avec elle. Ça remet un peu en cause ce qui s'est passé dans le premier film, et même si je comprends que certaines personnes ont dit que c'était superficiel quelque part pour faire le deuxième film, je trouve que c'est assez cohérent que deux sœurs, ou tout simplement deux personnes très proches, aient des étapes, des moments de plus et de moins dans une vie. Donc pour moi, ça n'est pas du tout une contradiction, et c'est pas du tout superficiel, le film ne tourne pas autour de ça. Elles sont confrontées à des choses fondamentales, de leur passé, de où elles viennent, de ce qu'elles veulent faire, donc ça me paraît cohérent que, il y a des moments où elles s'entendent pas. Je trouve pas ça du tout superficiel. Je crois surtout que le premier film a tellement plu, a tellement rassemblé le public, ce deuxième film est plus ouvertement une comédie musicale, comme je le disais avant, un peu plus discutable. Et là-dessus, le film a de toute façon tendu le bâton pour être attaqué. Mais en même temps, il le fait de manière assez subtile. Je vais expliquer ça tout de suite, on va tout de suite parler des chansons.
Oui, j'aurais pu faire un point sur les décors et ainsi de suite, mais j'aurais redit la même chose que dans le premier film. C'est brillamment fait, c'est exactement la fameuse forêt, la forêt des fées ou la forêt des anciens esprits et tout ça, c'est vraiment superbe. Il n'y a rien à dire, le travail sur la neige, le froid, et là les différents éléments qui sont invoqués dans le film, le feu, le vent et tout, c'est superbe. Moi, j'ai pas grand-chose à dire d'autre, je trouve que les éléments interagissent très bien, ça agrandit l'univers de la série qui était essentiellement basé sur le froid à la base. Le froid et la glace est encore une fois une présence très très forte, mais je trouve que les différents décors, la fameuse forêt, à un moment donné on a un pont notamment, comment on dit ça, bridge, n'importe quoi, un barrage, un très beau barrage en pierre notamment, il finit par être détruit, c'est splendide, enfin voilà, il y a vraiment, je trouve, un choix de mise en scène et un choix sur le sens qui encore une fois fonctionne bien, ce fameux barrage parlant de la frontière entre les êtres humains et les personnes magiques. Enfin voilà, la forêt qui a exclu quelque part les humains d'une certaine manière, vous allez voir comment avec ce brouillard et cette glace qui renvoie donc à la séparation entre Elsa qui est clairement de l'univers des fées, entre guillemets, et Anna qui est plus de l'univers des humains. Bref, c'est juste, encore une fois, en termes de décor. Désolé, je voulais pas faire un passage sur le décor, je l'ai fait quand même. Voilà, mais on va passer tout de suite aux chansons, parce que je pense que ça sera le cœur plutôt de la critique. Grosso modo, la grande différence, je dirais, entre ce deuxième film et le premier, c'est que comme les personnages sont au début du film dans une situation d'une certaine forme de bien-être, ils sont bien heureux, mis à part Elsa, on a des passages un peu plus frontaux, sur le fait que ça va bien. Donc on a des thèmes musicaux qui sont plus, entre guillemets, gratuits, qui sont plus là pour parler du bien-être des personnages, du fait qu'ils se sentent bien, et du coup on a c'est un peu redondant, on retombe dans les clichés classiques du film de comédie musicale. Alors j'ai envie de dire, toute proportion gardée, hein, c'est pas non plus, je trouve vraiment pas que ce soit envahissant, mais je comprends que les gens qui aimaient la concision, notamment en termes de comédie musicale de La Reine des Neiges 1, aient pu être embêtés par ça, le film prenant plus son temps. Je sais pas, j'ai l'impression que le film est plus long que le premier, mais je pense que c'est peut-être juste une sensation. Le film prenant plus son temps, ayant plus de thèmes musicaux ouvertement quelque part comédie musicale, et je vais venir là-dessus après, ma critique là-dessus plus clairement. Les thèmes sont moins forts, c'est-à-dire que je me souviens à peine, je crois que c'est Un Nouveau Monde, le thème principal du film, c'est compliqué de faire deux fois des thèmes musicaux qui sont pop et réussis. En l'occurrence, Libéré, délivré a marqué. En France, je pense pas qu'Un Nouveau Monde va marquer plus que ça. Je l'entends pas à la radio, donc ça n'a pas du tout le même succès. Et ça fait mal. Forcément, quand tu fais une comédie musicale, tu fais une suite et que dans le premier, il y a eu un tube intergalactique, je caricature. Si dans le deuxième, il n'y a pas de tube intergalactique, bon, bah, tout de suite, ça met un coup dans la gueule au film. Je trouve cependant que ça n'a pas été désagréable à suivre, je trouve, et pour moi il y a un moment film qui est un moment clé pour comprendre un peu l'identité de ce deuxième film, c'est la fameuse chanson de Christophe. Le personnage de Christophe veut demander dès le début du film Anna en mariage, donc il veut lui demander de l'épouser, et donc il y a tout un comique sur le fait qu'il essaie de lui demander mais il est maladroit, donc ils se comprennent pas, il arrête pas de parler à côté, et à chaque fois il rate sa demande, et à un moment donné grosso modo, Anna part sans lui, et il se retrouve tout seul, et il chante une chanson qui s'appelle « J'ai perdu le Nord ». Donc déjà, dès le titre, vous avez compris le délire, la chanson joue vraiment sur un côté comique des personnages qui vivent dans une sorte de monde dans le Grand Nord, et lui il dit « J'ai perdu le Nord ». Vous voyez, c'est vraiment de l'humour de base. J'ai vu que la version française, encore une fois, je ne sais pas comment ça s'est traduit en anglais, mais moi j'ai trouvé que ça jouait vraiment sur une ironie tout de suite du thème, du personnage et de l'univers. Donc il y avait déjà ça. Ensuite, il y a vraiment dans la mise en scène de cette chanson, on voit notamment Christophe parler du fait qu'Anna lui manque et que quand elle n'est pas là, il est perdu. Donc c'est le thème de la chanson, donc ça va pas très très loin. Il dit juste qu'elle est indispensable. Mais en même temps, on a une mise en scène avec les cerfs autour de lui qui viennent faire les chœurs et qui jouent vraiment qui pastiche des clips de chansons genre Boyz II Men, vous voyez, en France encore pire, Poetic Lover, vous voyez, vieilles chansons, ça c'est archéologique tout ça. Bon, les chansons de quartet de mecs qui faisaient des chansons d'amour un peu suaves comme ça. Et ça joue vraiment sur ce côté kitsch là, et j'ai trouvé la chanson pour le coup assez drôle, prêtait vraiment à sourire. Pas forcément drôle à se taper sur les cuisses, mais qui prêtait à sourire, parce que le film à ce moment-là assume le côté kitsch de la comédie musicale, en disant voilà,
bah oui, il est tout seul, c'est une comédie musicale, tant pis, on va se faire une chanson sur le sujet, même si c'est très kitsch et que on s'en rend compte nous-mêmes, on réalise le film, on voit bien que c'est kitsch et on va jouer là-dessus. Et à partir du moment où cette chanson-là est passée, pour moi, le film est plus vraiment attaquable sur le fait qu'il est une comédie musicale un peu plus, entre guillemets, lourde, généreusement lourde, que la Reine des Neiges 1 qui était plus concise. Parce que il s'assume en tant que tel, il te dit clairement, oui, nous-mêmes on trouve ça un peu kitsch, mais voilà, c'est l'histoire, c'est comme ça que ces personnages s'expriment, et on va le jouer à fond. Est-ce que le film est attaquable à cause de ça? Absolument, parce que comme je disais, le personnage de Christophe se développe, mais il faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit, c'est pas très profond. Il veut se marier avec Anna, il n'arrive pas à lui dire, il la perd de vue, et en fait ils sont amoureux, il n'y a aucun doute qu'elle va dire oui. Donc il n'y a pas de suspense, mais on joue vraiment sur les ficelles romantiques, tout en se moquant un peu. Donc après, c'est clair, si on n'est pas client de ça, bon bah, ça peut être un peu limite. Je suis pas client, mais je trouve pas que le film soit à défoncer à cause de ça. Après, oui, comme je le disais, là où le film va se faire attaquer, c'est que le thème principal n'est pas au niveau de Libéré délivré, et donc le film va se faire attaquer de tous les côtés. Mais les chansons sont écoutables, je trouve pas que le film soit désagréable, honnêtement, à regarder. Et le thème principal du film, qui est cette frontière entre les hommes et les fées, symbolisée par Anna et Elsa, et le fait qu'elles finissent par se retrouver, évidemment il y a happy end, hein, faut pas non plus se raconter des conneries, est plutôt bien joué globalement. On a finalement un méchant dans le film qui est plus une forme d'ignorance, donc je sais pas, je trouve que ça marche, et qu'il n'y a pas forcément dans les chansons de ce film de quoi être comment dire, plus salé que ça. Le film assume plus le fait qu'il est une comédie musicale, donc si on n'aime pas les comédies musicales et qu'on a bien aimé quelque part La Reine des Neiges 1, bon bah on avait pris un risque, faut quand même le savoir, quand on prend son ticket. Et en parallèle de ça, elle l'assume avec une certaine ironie. Alors du coup, bah, moi je pense pas que le film soit vraiment attaquable là-dessus. Est-ce qu'il est aussi réussi que le premier en termes de chansons? Non, encore une fois, il y a moins le côté pop réussi du premier film, c'est clair. Hein, le thème principal sera moins marquant dans l'histoire du cinéma, il faut être clair. Mais de là à dire que le film est nul ou très mauvais par rapport au premier, non. Non, c'est juste un bon film de comédie musicale. En termes de comédie musicale, c'est juste un film moyen, correct. Voilà. Il n'est pas non plus à jeter à la poubelle, c'est une bonne suite. Après, concernant plus précisément un petit peu la mise en scène, j'ai trouvé encore une fois qu'elle était juste, comme je disais, le choix d'aller dans la fameuse frontière entre Arendelle et cette forêt qui est marquée par ce brouillard, qui va remettre en place le fait que Anna et Elsa s'aiment beaucoup, mais que Elsa est tout de même un être magique, et que c'est donc quelque part quelque chose elle doit apprendre d'où elle vient, elle doit savoir qui elle est, pour pouvoir vraiment s'épanouir, bah, c'est cohérent. Et le fait qu'Anna soit confrontée à ça, au fait que sa sœur lui redise « je suis particulière et à un moment donné, il va falloir que toi et moi, Le film sous-entend ça, et c'est bien vu qu'elles doivent se retrouver, bien qu'elles doivent grandir, toutes les deux. Anna doit se marier, un truc comme ça, entre guillemets, et Elsa doit assumer sa nature. Et ça, je pense que c'est pas du tout une redite du premier film, c'est pas du tout une redondance, c'est une vraie évolution des personnages. Ils franchissent un cap. Alors est-ce que ce cap est assez fort pour faire un film entier dessus? Au vu du film, moi je dis oui. Et je pense que la mise en scène le joue très bien, encore une fois, dans ce rapport des décors très précis. J'aime beaucoup notamment le thème des esprits des éléments. On a notamment l'élément de l'eau qui est un cheval. Et on a toute une scène assez jolie où on voit Anna se confronter en quelque sorte à cet esprit-là, comment elle arrive à le dompter. J'aime bien l'idée, je trouve ça plutôt intéressant. On a aussi l'esprit du feu, dont je ne vais pas spoiler la forme, mais qui est aussi très intéressant, qui donne lieu à des séquences très belles. Bref, il y a une gestion... Alors la beauté, c'est pas une qualité, vous allez me dire, ça c'est moi qui pense ça, c'est complètement subjectif. Non, ce que je veux dire par là, c'est que on sent, il y a à chaque fois cette frontière entre les esprits qui seraient dangereux, donc l'esprit du feu qui commence à mettre le feu partout, qui crée une scène assez dangereuse où les personnages sont en danger, et le fait que quand ils arrivent à apprivoiser le feu, le personnage devient mignon, compréhensible, comment dire, il rentre en contact réellement avec lui. Et ça, je trouve que sur chaque élément, il y a ce travail-là. Le vent, le feu, l'eau, et donc la terre aussi, avec les géants de pierre et tout. À chaque fois que les personnages finissent par comprendre comment être en relation avec eux, le film évolue et il y a un vrai cap qui est franchi. Et au final, ça symbolise à chaque fois
le rapport de Anna et Elsa, c'est-à-dire Anna qui est une humaine et Elsa qui est un être magique, et qui doivent trouver des manières d'être en relation, de faire évoluer leur relation. Et le film au final tourne autour de ça, donc je trouve pas qu'il soit attaquable à cet endroit-là. Bon, après, j'ai pas forcément regardé les critiques du film, je sais pas exactement où les gens se sont arrêtés en termes de visionnage et pourquoi à un moment donné le film a été aussi rejeté, tout simplement peut-être parce qu'il n'est pas aussi bon que le premier film, ça c'est vrai, mais dès que je prends les éléments, que je les sépare, scénario, mise en scène, chanson, ça reste de la très bonne facture, quoi. Donc je reste un petit peu circonspect, moi, par rapport à cette déferlante que j'ai pu voir de déception par rapport à cette Reine des Neiges 2. Et je vais attamer ma conclusion là-dessus. J'ai pas forcément... Oui, d'habitude, je développe un peu plus, mais là, en l'occurrence, je trouve que La Reine des Neiges 2 est un film sympathique, tout à fait sympa, qui a un bon moment en famille. Nous, on a passé un bon moment avec ma fille, elle était bien dedans. Donc voilà, c'est pas forcément une qualité, hein. On peut passer des bons moments en famille devant des films de merde. Hein. Mais en l'occurrence, là, je trouve que le film, sur le fond, est intéressant. Il y a une certaine ironie sur sa nature de comédie musicale qui marche bien. Encore une fois, le sens de la mise en scène sur le rapport entre Elsa et Anna, qui est élargi à tout l'univers d'Arendelle, ça marche bien. Je trouve qu'entre le premier film et le deuxième film, il y a une vraie évolution. Et autre qualité dont j'ai pas parlé avant, le deuxième film est vraiment différent du premier. Ça, pour moi, c'est très important. C'est à un moment donné, on raconte une autre histoire. Il y a l'armée d'Arendelle qui est clairement présente. Il y a des gens qui vivent dans cette fameuse forêt, qui sont en relation avec Christophe. Et donc, il y a tout un développement de l'univers autour d'Arendelle qui est plutôt bien foutu et qui est assez riche et cohérent. Donc c'est autre chose, et ça je pense que c'est une vraie qualité. Ça aurait été dommage de faire, comme ça arrivait souvent chez Disney, un deuxième film qui est en fait une répétition du premier en moins bien, parce que tout simplement il n'y a pas moyen de refaire le premier. Là c'est vraiment autre chose. Est-ce que le film a des défauts? Oui. Est-ce que certaines chansons sont un peu lourdingues et un peu trop chansons dans le film? Oui. Mais encore une fois, le film a de l'ironie sur le fait qu'il est lui-même une comédie musicale. Du coup, je trouve pas qu'on puisse vraiment lui tomber dessus sur le fait que voilà, les chansons, ouais, je comprends, on peut être déçu. J'ai adoré les chansons du premier film, je voulais d'aussi belles chansons dans le deuxième. Bon, je peux comprendre que ça déçoive. Et en même temps, j'ai envie de dire, est-ce que c'est pas mieux sur le moyen terme d'avoir des choses différentes, d'avoir des choses qui nous font évoluer plutôt que de nous resservir à chaque fois les mêmes choses? Je suis désolé, moi je vote pour ce film. Je vote pour son évolution, je vote pour sa tentative, je vote pour sa singularité. Est-ce que j'ai adoré? Non. Est-ce que je vais remater La Reine des Neiges 2? Probablement parce que ma fille voudra le regarder. Moi, honnêtement, pas plus que ça. Mais ça reste un bon film. Oui, si vous avez aimé La Reine des Neiges 1, vous pouvez aller voir le 2, vous allez juste avoir quelque chose de différent, mais tout à fait sympathique. Voilà. Et si vous y allez avec vos enfants, je pense pas que vous passerez un mauvais moment, hein. Fille ou garçon d'ailleurs. Hein. Bref, je vais m'arrêter là, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté, n'hésitez pas à tweeter, Facebooker, Instagrammer, la totale, laissez-moi des commentaires, ouais ça devient chaud là, hein. Ouais, hashtag pornographie maintenant, non bon bref, laissez-moi des commentaires et dites-moi ce que vous en avez pensé, ça m'intéresse beaucoup, peut-être que j'ai pas compris pourquoi le film a été critiqué, hein, donc vous pouvez tout à fait m'en parler, et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de HO les amis, merci beaucoup pour votre écoute, à bientôt, ciao ciao.